Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Merci de regarder cette émission d'Étincelle qui est la quatrième, une émission que nous faisons avec la mairie du 7e qui donne la parole à des femmes rayonnantes et lumineuses. Elle est authentique, elle est brillante, elle est pétillante, elle est lumineuse et malicieuse, comme les personnages de ses romans. Elle a la délicatesse de celles qui savent dépeindre avec charme et volupté les ambivalences de notre humanité. Elle écrit avec bienveillance et passion. Elle aime saisir la beauté des choses éphémères et se faire le témoin d'une époque. Bonjour Stéphanie Lézard. Bonjour Isor. Nous sommes ravis de te recevoir, très très heureuse. Tu es toujours aussi élégante, aussi belle et lumineuse. Et ma première question, c'est justement d'où te vient cette lumière que tu as? Je ne sais pas. Je ne savais pas que j'avais de la lumière. Merci de me le dire. À 56 ans, il était temps. Non, je ne sais pas. Non, cette joie qui te ce qui est certain, c'est que j'essaie toujours de voir le côté positif des choses. Et quand il y a quelque chose de négatif, j'essaie d'avancer et de mettre le problème derrière moi. C'est juste la façon dont j'avance dans la vie. Toujours mettre les problèmes derrière, enfin, essayer de passer les obstacles et aller toujours vers quelque chose de positif. Je ne sais pas ce que tu en penses, Myriam. Je pense que c'est hyper important. Je pense que même quand on a des obstacles, on peut toujours voir la partie positive. Et les obstacles, on les laisse derrière. C'est une belle façon d'avancer et de rayonner. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'a été transmis? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que justement, arrivé à un certain âge, on avance, on passe des épreuves, on a des soucis dans sa vie. Et la vie fait que on arrive justement à surmonter les obstacles. J'étais pas du tout comme ça à 30 ans ou même à 40 ans, sûrement pas. Mais les différentes choses que j'ai traversées dans ma vie ont fait que, oui, j'essaie d'aller vers quelque chose de positif. Mais tu as appris finalement de tes expériences, de la vie. Et est-ce que tu avais rêvé d'être écrivain? Alors, si je peux faire juste une parenthèse, est-ce qu'on pourrait fermer la porte parce que je déteste les courants d'air et je vois que notre amie Étiennette est comme moi et déteste les courants d'air aussi. Donc je suis absolument désolée de cette interruption. Je dis toujours tout ce que je pense. Et là, je voyais le courant d'air qui nous enveloppait. Et c'est pour ça qu'on l'invite, parce que c'est c'est sa spontanéité qui lui donne un peps, un glam, un truc de fou. Et ce qu'on aime, et qu'elle est là. Qu'elle apporte des étincelles toujours là où elles sont. Je sais que Stéphanie Lézard est là. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est certain pour répondre à ta question, est-ce que j'ai toujours voulu être écrivain? Non, parce que je pense que vouloir être écrivain depuis son plus jeune âge, c'est justement faire preuve, pas d'un certain ego, mais d'être suffisamment sûr de soi pour se dire je vais faire ça. Et je n'étais pas du tout sûre de moi, je ne le suis pas plus aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que décider cela, on ne peut pas le décider. Les choses viennent ou ne viennent pas. En l'occurrence, j'aimais lire, j'adorais lire. Et donc, j'ai accumulé des lectures, j'ai rencontré des écrivains. Quand on aime lire, on va sur les salons du livre. Quand on va sur les salons du livre, on rencontre des écrivains. Ils sont plus ou moins ouverts à la discussion. Et quand vous avez la chance de rencontrer des gens formidables, comme par exemple, je pense à quelqu'un qui est devenu un grand ami, qui habite le 7e, Nicolas Destienne-d'Orbe, et avec qui vous discutez, avec qui vous échangez, un jour vous vous dites que c'est peut-être possible pour vous aussi. Et un jour vous essayez. Et ça ne marche pas, parce que ça ne marche jamais du premier coup. Et donc vous recommencez, et vous recommencez encore. Et un jour ça marche. Alors, pas comme ça, hein. Vous ne devenez pas du jour au lendemain Daniel Steele, ce n'est pas possible. Mais un jour il y a un livre publié. Tu t'en puis un souviens ce jour? Oui, je m'en souviens très bien. Alors j'ai envoyé peut-être 5-6 manuscrits à des maisons d'édition qui n'ont jamais été publiés. Et puis un jour, il y avait ce manuscrit qui s'appelait La scandaleuse histoire de Penny Parker Jones, et je l'ai fait lire à des gens, notamment à une éditrice de chez Belfond qui m'a dit
Écoute, je ne peux pas le prendre pour diverses raisons. Ça ne convient pas à la maison. Cette éditrice, c'était Geneviève Perrin. Elle m'a dit, ça ne convient pas à la maison, mais c'est pas mal et je pense que tu seras publiée. Et oui, j'ai été publiée par Ramsay. Le livre n'a pas marché du tout, jamais, mais j'ai fait un salon du livre à la Bourse et là j'ai rencontré une éditrice qui était Karina Ossine chez Lattès et qui m'a commandé un livre. Comment est-ce que tu trouves l'inspiration des personnages? Alors c'est très difficile parce que en fait, comme j'écris des biographies que l'on dit romancées et qui en fait ne sont pas romancées puisque tout est vrai, tout repose sur un sujet. Et c'est difficile de trouver un sujet. Là, en l'occurrence, Les Heureux du Monde, mon dernier livre, j'ai beaucoup de mal à en sortir parce que j'aime tellement mes personnages que je ne veux pas les quitter. Et j'ai beaucoup de mal, et il faudrait que je pense à un sujet maintenant pour commencer à écrire en septembre un nouveau livre qui sortira en 2022, sauf que j'ai beaucoup de mal à trouver mon sujet. Mais justement, si on s'arrête et qu'on va justement à la source de ces personnages, à un moment donné, tu as fait t'arrêter sur ces... Parce qu'on va en parler après, mais ils sont... C'est pas rien, tu n'as pas choisi n'importe qui. Non. C'est des... Qu'est-ce qui... justement, qu'est-ce qu'il y a au niveau de ton âme, de ton être, de qui tu es? Qu'est-ce qui a résonné entre toi et eux? Alors, normalement, pour n'importe quel personnage, il faut qu'il y ait un... Alors, c'est jamais dans notre siècle. Je n'aime pas le 21e siècle, je n'y vis pas, ce n'est pas ça. Ce sont toujours des personnages qui ont vécu au 20e siècle et je pars des années 20 jusqu'aux années 70 principalement. Après, le monde ne me plaît plus du tout. Qu'est-ce qui te plaît plus dans notre monde? Alors, ce qui ne me plaît pas, je n'aime pas les réseaux sociaux, même si j'en use. On n'est pas à l'abri d'une contradiction, surtout moi, mais je déteste les réseaux sociaux. Je n'aime pas le manque d'élégance, je n'aime pas l'abaissement du niveau culturel. Mille choses, je n'aime pas ce monde qui va trop vite, ce monde dans lequel on ne s'arrête plus, dans lequel on ne s'émerveille plus. Pour l'émerveillement, pour l'introspection, dans lequel tout va très vite. Oui, et pour le glamour. Et moi, j'aime le glamour. Donc, ce qui va m'attirer d'abord vers des personnages, c'est une élégance, c'est un glamour. Et après, je vais plus loin. Et après, il y en a qui vont m'amuser, me fasciner, que je vais détester. Mais il y aura toujours le glamour, il y aura toujours l'élégance, il y aura toujours une certaine époque. Donc, c'est toujours cette élégance des personnages qui t'attirent. Et moi, je dirais, moi qui te connais un peu, qu'on a fait quelques rencontres, je dirais que tu es une femme très élégante aussi. C'est-à-dire que finalement, on cherche, on se projette sur des choses qui sont similaires à nous. Et toi, tu es une femme très élégante, tu cherches des personnages très élégants qui sont aussi de notre époque. Mais c'est surtout que si tu veux, quand tu écris un livre, comme je fais mes biographies, donc romancées, je deviens mes personnages. Je deviens mes personnages. Ce qui veut dire que si je deviens mes personnages, je dois les admirer, je dois les respecter, je dois avoir envie d'être... Les aimer, pas forcément. Pas forcément. J'ai écrit un livre qui s'appelait Jackie et Lee, et je n'ai jamais aimé Jackie. Mais j'ai aimé devenir Jackie pendant un certain temps parce que j'ai aimé Kennedy, parce que j'ai aimé mille choses en étant Jackie. La chance qu'a un auteur d'entrer dans un écrivain, de devenir lui et de vivre son monde. Mais c'est fabuleux. Tout de même, quand j'étais Pamela Harriman, vous vous rendez compte la chance que j'ai eue de vivre une aventure avec Annie Ellie? Mais ce n'est pas donné à toute femme. Dans tes personnages, donc il y a Fitzgerald, il y a Hemingway, Dos Passos. Qu'est-ce qui finalement te plaît chez eux ou ne te plaît pas? Là, j'ai toujours aimé Fitzgerald, toujours. Si j'ai eu envie d'écrire, c'est parce que j'étais fascinée par Fitzgerald. Et j'ai appelé mon fils Scott, ce n'est pas rien. Et maintenant, qu'est-ce qui te plaît chez lui? Alors, j'aime son élégance désenchantée. J'aime ses romans. J'étais fascinée par Gatsby. J'ai fait des études de littérature anglo-saxonne pour justement étudier Gatsby. Je me souviens, maintenant je ne sais plus. J'ai adoré Tendre la nuit. J'ai
j'ai été fascinée, je ne peux pas dire par son monde, par ce qu'il était, par sa légende, par son style, par son talent complètement fou. Et rien que l'idée de pouvoir écrire un livre, de pouvoir le mettre en scène, mais c'est fabuleux. Et en fait, il y a un livre qui est très peu connu, enfin, qui est difficile d'accès, qui est Tendre et la nuit. Et donc, je suis partie de ce livre-là, Tendre et la nuit, et j'ai montré qu'en fait, il l'a écrit parce qu'il s'était inspiré de personnages follement romanesques, qui étaient les Murphy. Les Murphy, ce couple d'Américains hyper glamour qui ont lancé la Riviera. Et sauf que les Murphy n'ont pas aimé Tendre et la nuit. Et donc j'ai voulu savoir pourquoi. Et c'est le début de ce livre. Donc c'est un peu une investigation que tu as écrit. Ah mais complètement, puisqu'il y a des recherches et puis que aucune vie n'est simple, aucune vie n'est un long fleuve tranquille. Donc devenir ces personnages, avoir une vie avec eux, être leur ami, parce que les faire parler, c'est devenir eux. Je suis devenue Zelda, je suis devenue Hemingway, la rage d'écrire d'Hemingway qui n'arrive pas à faire ressortir ce côté qui le pousse à aller en Espagne, à aimer la corridas, l'épiphanie qui va en ressortir, c'est totalement fabuleux. Pour un auteur, c'est magique. Ça te fait grandir? Grandir, je ne sais pas, je ne suis pas certaine d'avoir encore besoin de grandir ou de quoi que ce soit. Ça me fait vivre une autre vie. Ça te fait vibrer. Ça me fait vibrer. C'est toutes ces autres vies que la mienne. Et j'aime ma vie, hein, je suis follement heureuse dans le 7e arrondissement de Paris. Avec mon amoureux, mes enfants qui vont très bien, etc. Je suis follement heureuse, mais la chance que j'ai de vivre la vie de Fitzgerald, d'Hemingway, des Murphy, c'est extraordinaire. Et n'importe quel auteur vous le dira. Écrire un livre, c'est vivre avec des gens extraordinaires, nos personnages. Alors on en a un peu parlé, mais finalement, quand on parle de ces années un peu folles, ce qui revient beaucoup, c'est l'insouciance. Oui, c'est l'insouciance, mais bien sûr, les années folles, c'est l'insouciance, on danse sur des volcans, on ne sait pas ce que sera demain, on sort de la guerre, des 50 millions de morts dus à la grippe espagnole, donc oui, c'est l'insouciance, on fait la fête, on se noie dans le champagne, on danse le Charleston, on écoute Cole Porter, c'est formidable. On est dans une quête quelque part un peu du bonheur, c'est-à-dire on a vécu le... Ben, on a un bonheur immédiat. Oui. Un bonheur, une jouissance plus que le bonheur, le plaisir. Et puis, ce qui est fascinant, c'est que la roue tourne très très vite, parce que cette jouissance des années 20 va à peine durer 10 ans, à peine. 1929, c'est le crash. Et ce crash va générer la Grande Dépression. Et cela, ça va être un espèce de rouleau compresseur pour le monde entier. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images de comment s'appelait ce photographe, Walker Evans, sur la Grande Dépression, mais c'était fascinant, sur un texte de James Hadley, c'était extraordinaire. Et vous voyez dans les yeux de ces gens, c'est même plus du désespoir, c'est une indifférence face au désespoir. Ils n'en peuvent plus, quoi. Et donc c'est ça que je raconte, c'est la roue qui tourne. C'est Fitzgerald qui est un écrivain extraordinaire en 1920, et puis à la fin de sa vie, les gens ne savent même plus qui il est. Il a disparu de la circulation. C'est Hemingway qui n'arrive pas à écrire, qui change de femme tout le temps. Et puis c'est les Murphy qui un jour vont perdre ce qu'ils ont de plus cher au monde. Et ça, pour un écrivain, c'est fascinant, cette roue qui tourne. C'est fascinant. Et moi, j'aime me plonger là-dedans. Ça m'éloigne tellement de ce monde. La dernière question, c'est finalement dans ce monde que tu n'aimes pas, que je déteste, que je fuis. Détestes et que tu fuis, parce qu'il manque quelquefois de poésie. Non, et puis, ce ne sont pas mes valeurs. Les valeurs familiales disparaissent, le respect pour les gens disparaît. On en parlait tout à l'heure en arrivant, les gens ne s'aiment plus, les gens ne se respectent plus. Il y a l'individualisme forcené, c'est terrible. Et justement, comment tu fais pour insuffler du bonheur dans cette époque que tu n'aimes pas, à part dans le fait d'écrire? Moi, j'essaie de la vivre le mieux possible. Quelles sont tes valeurs, justement, auxquelles tu t'accroches pour
aller vers une forme de plaisir ou de bonheur? Déjà, quand on est un écrivain, on vit la moitié du temps ailleurs. Donc ça, c'est formidable. Je ne suis pas dans ce monde-là. Après, et en même temps, j'ai une vie extrêmement sociale. J'adore sortir. On sort tous les soirs. On sort tous les soirs. J'ai des enfants qui vont très bien. Euh, j'ai une chance folle. J'ai une chance folle. Et puis, oui, j'essaie de voir quelque chose de positif alors, je ne sais pas, peut-être que je m'enferme, je ne sais pas, mais non, j'avoue que je ne sais pas. On va laisser Mais en Myriam tout te poser cas, quelques oui. questions. En tout cas, on parlait des vibrer, que tu fais quelque chose qui te fait vibrer et tu vivre un peu à travers tes personnages. Oui, Je pense que bon, Isor et moi, on propose des ateliers sur la confiance et justement, pour avoir confiance en soi, c'est une des clés, c'est de réussir à savoir qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie, réussir à savoir, à connaître tes passions dans la vie. Toi, par exemple, tu as eu la chance de faire quelque chose qui te passionne dans la vie, qui oui, est d'écrire, mais surtout écrire dans un sujet qui te fait vibrer. oui, mais alors, je pense que oui, j'ai eu beaucoup de chance, je le reconnais. Mais la chance, Bon, ça se travaille. Ah non, je veux dire, évidemment, la chance, ça se la travaille. chance, C'est-à-dire que c'est toi qui t'as cherché ta chance. voilà, j'étais dans une vie que je n'aimais pas, j'habitais en province, j'étais mariée et à un moment, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai choisi de faire autre chose et les choix sont toujours très difficiles, sauf qu'il y a toujours un moment de sa vie où on ne sait pas pourquoi ce qui vous semblait incommensurable, soudain les nœuds se défont et vous ne savez pas pourquoi, mais les nœuds se défont à un moment. Il faut faire confiance à ces il faut y aller. Parce qu'on a fait une partie du travail et que finalement, il y a une sorte de... Oui, mais rien n'est facile. Quand je suis arrivée à Paris, c'était il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, je vis de mes livres. Sauf qu'à une époque, ce n'était pas le cas. Et à une époque, je n'écrivais pas. J'étais lectrice, je lisais 30 manuscrits par mois. J'avais ma petite valise à roulettes avec tous les manuscrits et j'allais tous les mois ou tous les 15 jours voir l'éditeur pour lequel je lisais. Et je trimballais ma petite valise dans le métro et voilà, et je me disais, un jour peut-être, c'est moi qui écrirai des livres. Et un jour peut-être, ça fonctionnera. Un jour peut-être, je serai capable d'en vivre. La persévérance. La persévérance et beaucoup de travail. Et beaucoup de travail. Parce que, moi j'écris des livres avec un fond historique. Donc il y a des recherches. Il y a vraiment d'énormes recherches. Il y a beaucoup d'investissements de temps sur ce qui est... Beaucoup, et beaucoup. Quand j'écris, je me lève à 5 heures le matin, parce que quand tu te lèves à 5 heures le matin, tu es seul au monde. C'est formidable. Tu n'as pas le coup de fil de ta mère, tu n'as pas ton mari qui vient te dire je ne sais quoi, tu n'as pas tes enfants qui t'appellent parce qu'ils ont un problème. Tu es seul au monde. Et en plus, tu as l'impression que c'est toi qui vas dire au soleil de se lever. Donc, tu te lèves à 5 heures du matin, tu es devant ton ordinateur et là, ça fonctionne. Parce que ce qui est très drôle quand on écrit un livre, c'est que le temps n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en 1 heure, disons en 2 heures, tu peux faire un travail. En 2 heures, tu peux écrire 2 chapitres ou une ligne. Tu ne sais pas pourquoi. Oui, tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne sais pas pourquoi. Et ce qui est certain, c'est qu'entre 5 heures du matin et 8 heures du matin, ça va très très vite. Et souvent, le travail que j'ai fait de 5 heures à 8 heures du matin est le même que celui que je vais faire de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Ça, c'est fabuleux. Mais c'est dur de se lever à 5 heures du matin. C'est difficile. Surtout quand tu sors tous les soirs. Je t'avais demandé avec Myriam si tu voulais bien nous offrir une citation qui te tient à cœur. Oui. Oui, elle est dans mon téléphone, mais je pourrais... Alors, de toute façon, j'ai mis une citation. Non, mais alors, Fitzgerald a dit montrez-moi un héros et je vous écrirai une tragédie. Ça me plaît beaucoup. Où il a dit, c'est toujours Fitzgerald qui me touche énormément. Il a dit
dans la nuit noire de l'âme, il est toujours 3 heures du matin. Et c'est plein de choses qui font que ces phrases, on s'y arrête. Par exemple, quand j'ai... donc pour ce livre, j'ai beaucoup lu et relu Tendre et la nuit. Je l'ai lu et relu. Mais je l'ai aussi écouté. Parce que je cours beaucoup le matin. Je cours j'essaie de faire 10 km tous les jours sur les quais, dans le 7e. Alors je vais un peu dans le 15e, je suis désolée, mais je pars de la rue du Bac, je cours sur les quais, je remonte au niveau du pont de l'Alma parce que là il y a des terre-pleins en terre, et puis j'arrive au pont de Biraken et je vais sur l'île aux Cygnes et je reviens. Et là j'écoute des livres, et j'ai écouté Tendre et la nuit. Et c'était pas du tout la même chose que quand je l'ai lu. Il y avait des choses, mais il y avait des phrases incroyables du style... je sais plus, il poussa un soupir qui s'étira comme un arpège. Enfin, ça a l'air, c'est pas tout à fait ça, mais c'est extraordinaire. Le style de Fitzgerald est fabuleux. Et donc, oui, les citations, j'en avais écrit. Voilà. Et je voulais te poser une question, Stéphanie, par rapport à ton style personnel. On trouve, bon, tu es une amante de la mode, tu aimes beaucoup la mode, je crois. Je ne sais pas si j'aime la mode, j'aime être bien habillée. C'est C'est différent. habillée. Parce que la mode d'aujourd'hui, je ne sais pas. Quand je regarde les défilés, c'est pas du tout ce que j'aime. Non, moi, je vais te dire, la mode que j'aime, la mode que j'adore, il faudrait que je redevienne très très mince, c'est la mode des petites robes des années 40. Alors là, j'adore. Les petites robes bien comme ça des années 40 ou des années 50, j'adore. Ma série préférée, c'est Mad Men. Dans Mad Men, les filles sont fringuées. Oh, j'adore. Super. Voilà. Non, aujourd'hui, j'aime bien le côté un peu années 70. Là. Oui, en tout cas, c'est une femme, je considère que tu as un style très audacieux et très coloré surtout. Oui, j'aime pas le noir. Oui, ça ne me va pas, je suis brune. C'est tout le temps coloré, très coloré. Et à quel point tu trouves que ton style et tes habits reflètent ta personnalité? J'ai jamais pensé à des trucs comme ça. Mais je n'aime pas je n'aime pas le noir parce que je trouve que c'est triste. C'est caché un peu, donc non, disons que ou alors je vais porter du noir pour le soir, pourquoi pas. Mais j'ai toujours aimé les choses assez gaies et surtout sexy. J'aime ce qui est sexy et j'adore ça. On peut dire que toi tu es aussi une femme gaie et sexy. Mais j'ai toujours, quand j'étais enceinte de ma fille, je voulais qu'elle ait un prénom sexy. Parce que je me suis dit, on porte son prénom et je voulais que ce soit une fille sexy. Alors je l'appelais Joy. Et je trouve que ça lui va bien. Il n'y a pas un nom plus joyeux que Joy. Absolument, absolument. Et voilà. Et puis aujourd'hui, vous faites des collaborations avec ta fille, avec des marques de mode, non? Chaussures. Des chaussures, oui. Chaussures. On a fait une collaboration avec François Pinet, les souliers François Pinet, absolument. Et c'était très sympa. On a fait une collaboration mère-fille et qui a été diffusée sur le net. Et c'était très drôle. Alors, on est habillé avec des fringues très sympas qui s'appellent Koshka. Et on a nos souliers. Justement, avec Koshka. J'ai vu sur publicité des Koshka. Koshka. Alors, on a les fringues Koshka et on a les chaussures François Pinet. Et on est absolument magnifique, incroyable, tout ce que vous voulez, ravissante. Sauf qu'en fait, il est 7h30 du matin, que l'on gèle, on est au Trocadéro, il y a une lumière fabuleuse. Ah, on est belle, hein. Mais on gèle. Et il y a un moment où on pose sur un vélo, je crois qu'il fait 0 degré, et on ne peut plus bouger. C'est voilà. Bon, merci beaucoup infiniment Stéphanie. Merci. On espère pouvoir que vous soyez nombreux à lire ce livre qui est magnifique, qui s'appelle Les Heureux du Monde, qui est vraiment un tableau et qui a un côté féerique. Oui, les Heureux du Monde, c'est l'histoire de ces Américains qui débarquent à Paris dans les années 20. Ça va durer 20 ans, c'est juste magique et on va être de Paris, de Montparnasse. On va voyager. Et on va voyager. Du voyage. Voilà. Et de Montparnasse jusqu'au Cap d'Antibes, il va y avoir une féerie et surtout des personnages extraordinaires que tout le monde connaît. Hemingway, Fitzgerald, Dos Passos, Picasso. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui vient en résonance avec ce que l'on vit aujourd'hui, même si c'est à une échelle beaucoup plus petite. Et là, on a l'impression qu'on peut enlever les masques, que les restaurants ouvrent, qu'on peut tout d'un coup respirer et revivre. Et je trouve que ton livre,
et vient vraiment. Et c'est le témoignage d'une époque, mais il tombe à pic. Je trouve que c'est vraiment. Il y a une très jolie résonance avec ce que nous, finalement, on a tous aussi voulu ce renouveau, cette renaissance. Et ton livre a en même temps cette profondeur et cette légèreté qui, pour moi, est la grâce. Et je trouve que tu es un emblème de la grâce. On ne peut pas faire mieux. Ça tombe bien, j'ai mon auréole, je l'admire bien. Et ok, voilà. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine émission.